Donc, je vais brièvement présenter Bertrand Chapuis, qui est pédopsychiatre et qui est thérapeute de l'infantile, qui a fait son clinica à Strasbourg et ses études de pédopsychiatrie à Toulouse et qui a fait sa carrière à Toulouse et qui vous expliquera dans quelles conditions, parce que je ne peux pas le faire aussi bien que lui avec autant de détails. Ce qui est certain, c'est que Bertrand Chapuis a une clinique qui tourne à la fois autour de l'infantile, autour du handicap chez l'adulte, et également il travaille en cabinet avec des patients adultes. Voilà, je lui donne la parole. Son sujet, c'est « Après que je suis née, c'était la fin du monde ». Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie Philippe Cabestan de m'avoir proposé de parler de ma pratique de thérapeute dans le cadre de ce séminaire de psychopathologie et de psychiatrie phénoménologique centré cette année effectivement sur l'enfant. D'abord parce que ça me permet de vous dire l'intérêt et le plaisir que j'ai à venir travailler dans ce lieu qui pour moi est en résonance avec la particularité de mon parcours. Alors c'est probablement parce que je me sens à l'étroit dans la cure analytique avec Divan que je suis effectivement devenu thérapeute de l'infantile, et l'infantile n'a pas d'âge ni de sexe. La thérapie de l'infantile est une rencontre en face à face ou côte à côte pour envelopper l'espace des corps par la présence du regard. En septembre, Georges Charbonneau, vous nous avez bien montré en introduction les difficultés inhérentes à la question de savoir s'il existe une mondéité enfantine, une thymée enfantine. Peut-on parler d'existentialité enfantine? Et si oui, à partir de quel âge, puisqu'il faut de l'ipséité pour l'éprouver? Du fait de l'amnésie infantile, ce n'est qu'à partir de la mondéité parentale que ces questions peuvent être abordées. Mon transfert de parentalité dans la thérapie répond avant tout aux exigences du serment d'Hippocrate. Ambroise Paré, considéré comme le père de la chirurgie moderne, disait « guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». En 1984, j'ai rédigé une thèse de chirurgie pour obtenir le titre de docteur en médecine. Elle portait sur 1 an et demi d'urgence abdominale en dehors des traumatismes à l'hôpital de Saint-Louis du Sénégal. C'était à propos de 157 cas. Parmi eux, un homme de 75 ans. Il présentait une énorme hernie inguinale étranglée. L'opération en urgence l'a sauvé. 1 mois après sa sortie de l'hôpital, il m'invitait dans son petit village de pêcheurs. Je pensais pour me remercier. Après la cérémonie des 3 thés, cérémonie partagée avec 2 autres vieux monsieur, il m'a laissé seul dans sa case. Une femme est venue m'apporter la grande bassine de riz aux poissons, la thiboudienne, qui nourrirait ensuite le village. Elle m'a fait signe que je devais manger. Sans le savoir, j'étais pris dans le cérémoniel d'un rituel. Ayant sauvé la vie de cet homme, je devais restituer sa fonction et son pouvoir au sein et aux yeux de sa communauté en occupant sa place. J'étais devenu le marabout du marabout. Il m'a fallu plus de 10 ans et une approche en ethnopsychiatrie pour m'autoriser à faire cette hypothèse qu'aucun Africain n'a démenti jusqu'ici. Une autre expérience de rencontre africaine continue de m'accompagner. Il m'a fallu amputer un jeune garçon renversé par un camion qui lui avait broyé la cuisse. Après 2 heures d'intervention, alors que je suturais la peau, il a fait plusieurs arrêts cardiaques qui ont été fatals. Ce sont ses parents qui m'ont soutenu. « Toubab, tu as fait ce que tu savais, Inch'Allah. » Depuis, la question du savoir ne me quitte plus. La phénoménologie n'est-elle pas d'abord une école de l'expérience? Après que je suis né, c'était la fin du monde. De retour à Toulouse, il m'a fallu passer de l'intériorité des corps à l'intériorité de la tête. J'ai eu la chance d'être accueilli en stage dans le laboratoire de neurosciences du professeur Jacques Glowinski au Collège de France.
j'ai réalisé que le dosage des neurotransmetteurs dans le paléocortex du chat n'était pas la recherche qui me convenait. C'est donc un mémoire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui m'a certifié pédopsychiatre durant mon clinica à Strasbourg dans le service du professeur René Eptinger. Il terminait de corriger son intervention intitulée « Modèle psychanalytique et phénoménologique en psychiatrie » en vue des actes du colloque international tenu à Paris en novembre 1985 sur « Phénoménologie, psychiatrie, psychanalyse » en hommage à Ludwig Binswanger. Ce colloque était organisé par le Centre de recherche en psychanalyse et psychopathologie de l'Université Paris 7. Durant 3 ans, René Eptinger m'a initié, sans que je le réalise, à la Daseinanalyse de Binswanger. Dans les années 50, Medarbos interroge Martin Heidegger sur la question de savoir si la psychanalyse et l'analytique du Dasein ont quelque chose à faire ensemble, et si oui, qu'ont-elles à faire? Les Oliconneurs séminarés, qui se dérouleront de 59 à 69, porteront sur l'ontologie et la phénoménologie de Heidegger concernant la théorie et la pratique de la médecine, de la psychologie, de la psychiatrie et de la psychothérapie. Pour cette dernière, toute représentation objectivante doivent être abandonnées pour pouvoir se centrer sur la constitution fondamentale de l'être comme être dans le monde. Publiés en 87, ces séminaires ont été repris en 92 dans Figures de la subjectivité aux éditions du CNRS par Françoise Dastur dans son article Phénoménologie et thérapie, la question de l'autre dans les Oliconneurs séminarés. À la journée du 10 décembre, Françoise Dastur a précisé le choix de traduire le Dasein par présence, d'où le titre de son dernier livre, Analyse, au pluriel, S entre parenthèses, de la présence. Il s'agit d'une présence en avant de soi, le souci de cet avant de soi imminent comme structure ontologique globale du Dasein, un souci de l'être en avance sur soi, l'altérité qui ouvre le soi à l'autre. Ce que j'entends dans la question de l'autre, nous dit-elle, c'est qu'énoncer l'autre indique la présence de l'autre énonciateur. En effet, pour initier du Dasein chez l'autre, encore faut-il éprouver le sien. Un autre article, celui d'Eliane Escoubas, porte sur la fatale différence ontologie fondamentale et archéologie de la psyché, Heidegger et Freud. L'archéologie de la psyché pose la question de savoir s'il y a une archéologie du Dasein chez le bébé. Si oui, ce Dasein n'est pas tant un être dans le monde, mais plutôt un être passant d'un monde à l'autre. Le Dasein archaïque du passage s'inscrirait d'abord dans la mémoire cellulaire du corps propre, le corps somatique que le bébé ne peut habiter, faute de terminaisons nerveuses non encore myélinisées. Pour que ce Dasein archaïque devienne ensuite un Dasein éprouvé, cela nécessitera effectivement le reflet de la présence d'un autre Dasein, celui d'un adulte en fonction de parentalité. Dominique Mortiot, en référence au travail de Jocelyn Benoît, a bien montré le lien complexe entre Leib et Körper. Certes, le corps vif et sa souffrance dans sa chair ne se révèlent qu'à la tenue du rapport à l'ouvert de l'être, à l'ouvert de la parole, à chaque Dasein dans sa singularité, puisqu'aucune chose, aucun étant est sans le mot. Mais pour que la souffrance du corps vive, somatique, soit reliée à la parole, il faut du corps neurologique qui myélinise la plaque motrice de la nociception. Cependant, Jocelyn Benoît va plus loin. En référence à la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, il précise que seul l'avoir du corps est possible, car être son corps n'a tout simplement pas de sens. Je le cite. « Ce corps qui est toujours là, en deçà du jeu de l'ipséité, n'est pas un objet. Je ne peux pas m'y identifier. Cette dimension d'incorporation-là, par définition, n'est pas concernée par l'identité. Après, évidemment, dit-il, il n'y a pas plus symbolique que le corps. » Fin de citation. Je dis souvent aux adolescents, le corps que tu as, tu n'en fais pas ce que tu veux. Il a ses règles, il va falloir que tu l'habites, tu en deviens responsable. Et pour autant,
il y a bien une limite de l'être-corps qui se transforme en permanence suite aux rencontres qui nous renversent, qui nous tombent dessus. Après que je suis né, c'était la fin du monde. Quand le bébé tombe dans le monde lui tombe dessus. Françoise Dassur a plusieurs fois rappelé « Je n'ai pas choisi d'être là ». L'ipséité et l'identité narrative pour assumer le soi-même comme un autre de Paul Ricoeur reposent sur deux structures, nous dit-elle. Le jeter dans l'existence, je n'ai pas choisi de naître, et le projet d'être, tourné vers l'avenir à la conscience de la mort. Bruno Verrecchia, dans son article sur Medardbos et Martin Heidegger intitulé « Un témoignage exceptionnel du dialogue entre psychiatrie et philosophie », écrit, je cite, « Dans toute psychothérapie, des êtres humains rencontrent d'autres êtres humains. La question de la rencontre est précisément au cœur même de l'attitude phénoménologique en psychiatrie. Notion pourtant vite escamotée, laissant entendre qu'il y aurait une thérapie de la psyché, que la psyché serait l'objet d'un traitement. Cette entité anthropomorphique hypothétique prend alors de facto la place du patient. » Et plus loin, il l'écrit, « Dès 1905, Freud soulignait que le traitement psychologique ne devait pas être compris comme le traitement de phénomènes mentaux pathologiques, mais comme un traitement à travers la psyché, en tant que lieu spécifique où s'opèrent des changements, tels qu'ils modifient l'ensemble de la personnalité. » Fin de citation. On pourrait rajouter qu'il modifie l'ensemble aussi de la corporéité. Revenons alors à la première expérience marquante de rencontre pour les êtres vivants neurologisés par 3 cerveaux et 4 cortex, tous en cours de connexion. Cette première rencontre n'est-elle pas la naissance? La naissance est un passage spatio-temporel d'un monde à un autre monde. Ce passage est une maïeutique, pas seulement celle du plus pur penseur de l'Occident, de qui nous devons l'accouchement socratique. En médecine, la maïeutique est la profession de sage-femme qui guide la transition radicale d'un monde ontogénique aquatique à un monde ontogénique aérien, dans lequel le petit des femmes aura à survivre avant d'exister jusqu'à sa mort. Après que je suis né, c'était la fin du monde. Pas de retour en arrière possible. Mon propos interroge donc la notion complexe de naissance au pluriel en tant qu'expérience successive de Dasein qui commencerait par l'accouchement de la tête, puis du corps, quand ce n'est pas un siège. A été évoqué par Georges Charbonneau, si j'ai bien entendu, l'ancêtre du Dasein comme étant le soi-monde, ce que je reprendrai d'une façon le je, J-E, et EST, le monde, à la naissance. C'est au risque de devenir plus tard je et le monde dans toute sa violence. HAIS, bien évidemment. Cette formule, le soi-monde, répondrait à ce que j'ai nommé le Dasein archaïque du bébé, qui s'éprouve dans le cerveau émotionnel, le paléocortex, sans que des connexions soient encore établies avec le néocortex de la conscience. J'aime la pensée qu'en fait le philosophe Kostas Axelos. Dasein, un mot pour situer les fragments questionnants que nous, mortels, sommes dans notre rapport à l'être et au temps. Alors, si le Dasein est constitué de fragments questionnants, de fractalités spécifiques, rien n'empêche de considérer les 10 fragments dans leur successivité temporelle, responsables à chaque étape de nouvelles connexions dans les différents espaces de nos 4 cortex, justifiant qu'à une psychothérapie puisse être associé un soin rééducatif chez l'enfant et même parfois un traitement par neurotransmetteur sur l'objet neuronal. Un Dasein constitué de fragments questionnants, de moments constituants plutôt que de moments constitués comme le propose Husserl, donnant alors, comme Pierre-Étienne Schmitt nous en a parlé en décembre, la joie de l'allure sur le chemin de l'éveil, l'incontournable inaccessible, l'épreuve de la finitude opérante, pour faire advenir l'habitat de la langue par le corps, et ainsi
pouvoir donner sa parole. Partager avec vous l'histoire d'Amine ne pouvait pas mieux tomber après l'exposé que nous venons d'entendre de Bernard Merin, de l'organisme au corps, une histoire du développement sensorimoteur de l'enfant. Du neurologique au somatique et du somatique au neurologique, ce sont de ces allers-retours incessants que peut naître et se construire la psyché. Comment le sensorimoteur de l'origine peut ou non ensuite se psychiser, c'est-à-dire se représenter dans un processus de secondarisation. Nous allons voir que cela nécessite une rencontre partagée entre image et langage. Mon propos se situera donc également dans le prolongement des deux interventions du 12 novembre dernier. Mon écoute de l'exposé de Jérôme Poré a confirmé la nécessité radicale de contextualiser les concepts psychiatriques selon qu'on parle de l'enfance en développement ou de l'âge soi-disant adulte. En effet, la mélancolie psychopathologique de l'adulte s'éclaire au miroir de l'enfance, puisque celle de l'enfance peut être utile, c'est-à-dire avoir une fonction physiologique en constituant une réserve de confiance où pourra puiser l'adulte confronté à un mouvement mélancolique. D'où ce que Jérôme Poré proposait, l'oxymore, l'espérance mélancolique. Cela confirme aussi la nécessité de croiser neuropsychiatrie, psychanalyse et phénoménologie en espérant que la greffe prenne. L'idée de Dolto de relier la mélancolie de l'adulte à celle de l'enfance a été l'idée la plus controversée, nous dit Jérôme Poré. Sans aucun doute, la controverse semble naturelle, surtout si on ne différencie pas le terme de position, qui renvoie au paradigme neuroaffectif, avec celui de mouvement, qui implique un changement de paradigme puisqu'il est d'ordre psycho-affectif. Sans cette distinction, on ne peut être que dans des malentendus. La mélancolie de l'enfance doit devenir une position synaptisée pour devenir, avec et dans le temps, un réservoir de confiance. Il en va de même avec les positions controversées décrites par Mélanie Klein, France Tustine, Margaret Mahler dans leur suivi d'enfants porteurs de symptômes psychotiques. En 1986, les éditions PUF publient un livre clé préfacé par Serge Lebovici qui aborde les troubles du développement, en particulier les troubles du spectre autistique. L'auteur, Daniel Marcelli, est en passe de devenir professeur de psychiatrie de l'enfant. Son essai « Position autistique et naissance de la psyché » réalise la greffe du neurodéveloppemental sur les observations métapsychologiques de ses prédécesseurs. Qu'on les nomme autistiques, schizoparanoïdes ou position dépressive limite, le risque de les confondre ou de les assimiler à des diagnostics psychiatriques est manifeste si la temporalité évolutive du développement de l'enfant n'est pas prise en compte. Le concept de démantèlement repéré par Donald Meltzer n'est pas une fatalité. Les éléments bêta du démantèlement peuvent être transformés par la fonction alpha, capacité de rêverie du parental décrite par Wilfried Bion. Les concepts d'espace et d'objets transitionnels de Winnicott complètent la description des conditions nécessaires pour le passage des processus primaires en processus secondaires, l'espace-tiers devenant espace transformationnel de Christopher Bollas, où peut s'effectuer le passage d'un Dasein archaïque à un Dasein éprouvé, à la fois corporisé et mentalisé. Le 12 novembre, Gérard Guillerot avait préalablement abordé l'enfant, non pas entre Dolto et Winnicott, mais entre Dolto et Lacan. Nous allons voir que l'image inconsciente du corps que Dolto propose pourrait renvoyer à ces traces sensorimotrices dès la naissance au monde du bébé, véritable mémoire cellulaire qui prend difficilement le chemin de la mise en mots. Pour que les mots se parlent, il faut de la représentation et du langage. Image et langage, les deux séquences abordées par Gérard Guillerot, ont permis de relier Françoise Dolto et Jacques Lacan dans et par les mots. Comment ne pas évoquer l'Hilflozeitheit de Freud
si on veut approcher l'image inconsciente du corps. Mais plus encore que cet état de détresse prématurée du petit des femmes, c'est la notion de néothénie que Lacan met au travail dans le stade du miroir. Néothénie, pure fragilité du corps adulte, pourtant doté des capacités de reproduction. L'importance que prend pour l'Homo sapiens l'image de sa corporéité immature dans le miroir tient à la néothénie dans le réel. Celle-ci relève de dimensions anthropologiques, psychologiques et philosophiques. Le philosophe Dany Robert Dufour, dans son article « Une raison dans le réel, le corps néothénique », écrit, je cite, « L'élaboration lacanienne s'engage non seulement à partir d'une réflexion sur l'imaginaire, mais aussi à partir d'une réflexion sur le réel. Et pour être précis, sur le réel physiologico-anatomique tel qu'il apparaît appréhendable à travers l'idée de corps néothénique et de prématuration humaine. Cet être non fini est en somme doublement défaillant. Il vit hors de l'instant et il n'habite nulle part. La survie du néothène implique donc que celui-ci, au moins, puisse échanger son inaptitude à l'instant contre une disposition au temps. Cette aptitude nouvelle au temps est bien sûr liée au langage. Le langage permet de représenter, c'est-à-dire de rendre présent ce qui ne l'est plus et d'anticiper ce qui ne l'est pas encore. Et le langage, dans sa radicalité signifiante, est lui-même rendu possible grâce à la présence de cet organe néothénique spécifique qu'est la voix délivrée du champ propre de l'espèce et le rend apte à l'historicité. On pourrait dire en somme que le néothène, parce qu'il a perdu sa première nature ou parce qu'il n'en a jamais eu, s'en est créé, grâce au langage, une seconde. C'est là qu'il habite, non plus dans le territoire naturel, mais dans le territoire des signes purs, des signifiants, que les néothènes ne cessent de produire, d'enchaîner et de s'échanger entre eux. Fin de citation. Nous sommes en 2010. Je suis en situation de superviseur dans un CMP. L'équipe aborde une situation clinique qui la préoccupe. Il s'agit d'un garçon d'une dizaine d'années. Il est suivi au CMP depuis sa scolarité en CP. Ses troubles des apprentissages et ses troubles des conduites à l'école ont vite dépassé les adultes en charge de son éducation. Dans son milieu familial, la séparation de ses parents a amené l'enfant à différencier ses comportements en fonction des attitudes parentales. L'intervention au CMP a été difficile à mettre en place. La pédopsychiatrie n'avait pas bonne presse dans la famille. C'est la fatigue de la mère qui a permis qu'un suivi s'installe au fil des rencontres. Les aides pour le garçon n'ont pu démarrer qu'au cours du CE2 pour tenter de l'accompagner dans sa scolarité. Afin de le mettre dans la situation scolaire de la classe, c'est en petits groupes que le suivi a d'abord été proposé. Ses capacités de mise en acte, accompagnées de mise en mots durant les séances, véritable mise en scène qui perturbait le groupe, ont vite fait comprendre à l'équipe qu'il fallait lui proposer un lieu sans autre intentionnalité que de l'écouter et d'aller à sa rencontre. C'est ainsi qu'une psychothérapie individuelle avait débuté 2 ans auparavant. Ce jour-là, en supervision, la thérapeute fait part de son inquiétude concernant le mouvement dépressif qui s'installe dans les séances. Mouvement devenant position dépressive. Position dépressive dans laquelle le garçon s'enfonce. L'équipe ressent alors que la position dépressive a gagné la psyché de la thérapeute. Elle est déroutée par le dernier propos du garçon. Après que je suis né, c'était la fin du monde. La violence de cette juxtaposition de sa naissance à lui et de la mort du monde, et non d'un monde, nous a à notre tour sidérés. Il a fallu reprendre toute son histoire, l'histoire de ses origines particulières, son ontogénèse. Depuis l'observation du nourrisson selon la méthode d'Esterbeek, transmise par Geneviève Hague,
l'ontogénèse individuelle est indissociable de l'histoire des origines primordiales des humanités du genre Homo. Dans Les Liens d'émerveillement, publié aux éditions RS à la suite du colloque international tenu à Toulouse en 1994, Geneviève Hague parle de « Comment l'esprit vient au corps », enseignement de l'observation concernant le premier développement et leurs implications dans la prévention. Je cite. « Des ailes pleines d'yeux nous ont poussés tandis que nous emportions dans nos bras, chargés des nombreux plis de nos échanges émotionnels, l'aigle perspicace d'une intense curiosité pénétrante dont parle si bien Donald Meltzer. Curiosité faite de passivité et d'attente dans une attitude d'abandon à l'inconnu et au mystère, mais aussi curiosité intrusive de l'œil pour, entre guillemets, faire la peau de la bête, nous dit Manuel Pérez Sanchez dans son intervention sur la peau différente, le prétexte d'une différence pour penser la naissance. De quelle peau s'agit-il, se demande-t-elle. La peau du ça, pulsion, émotion primitive portée dans l'érotisme musculaire et tout d'abord dans les tensions amoeboïdes, Freud. Tension d'un moi sensation naissant cherchant une rencontre dans l'unicité par débordement, Custine, ou par l'excorporation, Green. Et plus loin, elle précise. Pour le bébé, il semble exister des formes intermédiaires entre la relation de surface et l'enveloppe circulaire stabilisée ou première peau, Esterbic, Didier Anzieux. Ces formes restant toujours rythmiques, de type ondulatoire ou spiralé, allant et venant du dedans au dehors. Le problème est toujours de trouver la fonction transformatrice des ailes ocellées de l'objet maternant pour que les renversements se fassent en boucle de retour. Et ils se font toujours un peu au risque de l'espace à se perdre, la dead end d'Esterbic. Fin de citation. Beaucoup d'éléments de la motricité du bébé sont occupés à répéter ces formes rythmiques ondulatoires, comme Bernard Merin nous en a montré. Elle renverse le propos, comment l'esprit vient au corps, en boucle de retour, comment le corps vient à l'esprit. Mais comment le corps vient aux perceptions, et pour le bébé isolé, au risque de la dead end, l'impasse et manque de la rencontre d'une présence. Après que je suis né, c'était la fin du monde. D'où vient cette parole? S'agit-il d'un inconscient primitivement collectif et immanent d'où émergent archétypes et symboles universaux tels que Jung le propose? S'agit-il d'un inconscient primitivement individuel trouvant son origine dans l'héritage atavique faisant réapparaître un caractère primitif après un nombre indéterminé de générations? S'agit-il d'un inconscient qui réaffirme le destin du pulsionnel, le maintien du rapport phylogénèse-ontogénèse, le développemental et l'évolutif tel que Freud le conçoit? Toutes ces questions sont abordées par François Sacco, psychiatre et psychanalyste membre de la SPP, dans un livre passionnant qu'il a co-dirigé avec le préhistorien Georges Sauvé, spécialiste de l'art pariétal paléolithique, Le propre de l'homme, psychanalyse et préhistoire. François Sacco se demande pourquoi tant d'insistance sur ces questions théoriques de la psychanalyse si contestées? Freud nous a demandé d'abandonner le phénoménal pour penser l'originaire et non l'origine, le conflit primordial et non primitif, l'angoisse dans le développement, la culpabilité dans l'évolution. Alors, comment penser l'inconscient individuel et les formations groupales? Comment dialoguer avec les autres représentants des sciences humaines en gardant ferme dans le théorique ce qui peut apparaître contestable pour un autre point de vue que le nôtre? Bien sûr, l'hypothèse théorique du rapport phylogénèse-ontogénèse est discutable, mais elle a le mérite de constituer un mythe dont la vérité n'est pas seulement dans l'écriture, mais aussi et essentiellement dans les pensées qu'elle ouvre. Fin de citation. Autrement dit, la question des origines de cette phrase
ne renvoie pas seulement à la question topique de l'inconscient, ou plutôt des inconscients, celui qui résulte du refoulement et celui qui est à conscience, qui n'est donc pas une instance intrapsychique. Je suis Françoise Dassur quand elle nous dit « naître, c'est sortir de l'inconscient, mourir, c'est y retourner ». La question des origines renvoie donc aussi et surtout à la question dynamique de la pulsion qui ouvre les pensées sur la constitution d'un mythe. La parole de l'enfant et sa mise en mots spontanément et impulsive après que je suis né, c'était la fin du monde, suit le courant de la pulsion épistémophilique, la pulsion d'exploration et de curiosité. Cette pulsion nous apporte l'éprouvé de l'infantile archaïque. Faut-il, pour l'interpréter, devoir abandonner le phénoménal? Est-ce là la raison du dialogue impossible entre Freud et Binswanger? Dans sa pratique de thérapeute, Binswanger cherche le moyen de pallier les difficultés épistémologiques qu'il éprouve face à la question de la corporéité. La métapsychologie freudienne reste selon lui prisonnière de l'homo natura, ce qui l'empêche de se questionner au-delà, ou plutôt en deçà des pulsions. De même que la notion d'être au monde est le moyen pour lui de rompre avec la scission sujet-objet qu'il qualifie de cancer de la psychiatrie, de même il questionne la scission entre pulsion de vie et pulsion de mort de la psychanalyse freudienne. Considérer le concept de pulsion comme strictement humain servira pourtant de fil rouge entre Binswanger et Freud. Mais Binswanger ne peut se résoudre à opposer Eros à Thanatos. Pour lui, il faut aller plus loin. La libido, constitutive d'histoire, à la différence des pulsions d'autoconservation, doit être abordée de façon phénoménologique et donc anthropologique. En 1956, à l'occasion du centenaire de la naissance de Freud, Binswanger publie « Souvenirs sur Freud ». Pour lui, Freud a été le premier dans l'histoire à asseoir l'herméneutique sur l'expérience. Mais Binswanger va en deçà de l'homo natura freudien en revenant à la source étymologique du mot « tribe ». Jacques Schott, interrogeant l'impossible dialogue Freud-Binswanger, rapporte les propos de ce dernier. S'il faut donner quelque part un point d'impact extra-humain à la notion de pulsion, ce n'est pas du côté de l'animal qu'il faut le chercher, c'est du côté de la plante. En ce sens que l'un des sens du mot « tribe », limité à l'allemand, au point de ne pas exister même en flamand ou en néerlandais, c'est une pousse, au sens où les plantes ont des pousses avec l'idée d'une germination efflorescente perpétuelle. La notion de pulsion nous fait ainsi accéder à une dimension qu'on pourrait dire pré-subjecto-objectale de l'humanité. Fin de citation. Cette interprétation évoque la métaphore de la sève végétale qui fait que les racines s'enfoncent dans l'obscurité de la terre et que la tige s'élève vers la lumière du soleil. Ainsi, Binswanger résout la question de la corporéité en l'intégrant dans la pulsion épistémophilique, pulsion centrale et unitaire de l'existence humaine, à la fois somatique et psychique, reliée par le neurologique. C'est de cette pulsion que procède la maïeutique socratique, cet accouchement à soi qu'on éprouve au cours d'une thérapie, une fois les liens d'emprise élaborés. Revenons aux propos du garçon. Depuis 2010, la violence de cette juxtaposition de la naissance et de la mort du monde, a fait son chemin dans ma pensée. À de nombreuses reprises, elle m'a aidé à entendre la détresse à l'œuvre, quand, au cours de la thérapie, on réalise impuissant qu'on a perdu la sécurité de son monde interne, qui pourtant est toujours là. Le concept de solastalgie, conçu par le philosophe australien Glenn Albrecht à propos des transformations environnementales du monde externe, est devenu mondial en plein confinement. La solastalgie fait écho à l'étrangeté du monde actuel, violemment transformé par la pandémie et la guerre en Ukraine. Nous vivons impuissants dans le même quotidien qui est devenu un autre monde.
Mais de savoir que notre monde interne nous remet aussi sans cesse en question, puisque nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison, aide à s'adapter à la solastalgie permanente de la condition humaine. En 2010, lorsque j'entends cette phrase « Après que je suis né, c'était la fin du monde », il se trouve qu'au CMP de la guidance infantile où je travaillais, nous suivions un garçon dont la situation et le parcours ressemblaient étrangement à celui de la supervision. À 4 ans, Amine est dans des conduites d'opposition et une intolérance aux frustrations, ce qui peut faire le lit du diagnostic de TOP, trouble oppositionnel avec provocation. Mais à 4 ans, la position dépressive limite étant encore mal élaborée, il est normal que l'enfant vive son quotidien avec sa position schizoparanoïde. Malgré tout, l'école maternelle dépassée demande à la maman de prendre rendez-vous au CMP. Cela prendra plusieurs mois, d'autant que le papa, séparé, n'y est pas favorable. Il s'ensuit une longue période d'apprivoisement, où la prise en considération des revendications du père permettra progressivement de le rallier aux soins de son enfant. De toutes ces rencontres se dessinera petit à petit l'infantile trans, inter et intragénérationnel, prisonnier d'une position dépressive non élaborée qui semble sans issue, la fameuse dead end d'Esterbeek. Les 3 niveaux d'interprétation de la position dépressive non élaborée et préoccupante, travaillés avec l'équipe de la supervision, vont m'aider au sujet d'Amine. Le premier niveau d'interprétation concerne les infantiles parentaux. Côté maternel, la mère nous apprend que depuis toute petite, elle s'est sentie disqualifiée et infantilisée par sa famille. Seule fille parmi 4 frères, elle est la seule à ne pas avoir réussi ses études pour maintenir le même niveau socio-économique que les parents. Ses choix amoureux se répètent et se dirigent toujours vers des hommes étrangers, hommes avec qui se rejouent des relations ambiguës de parentalité, tentative paradoxale de réparation. Enceinte une première fois, elle est contrainte à une IVG. La relation avec le père d'Amine, bien que mal acceptée par sa famille, permet de mener à terme cette seconde grossesse. Mais devant l'infantile de son bébé, elle est dépassée, submergée, désemparée. En présence du père, elle tente de ne rien en montrer, comme dans L'étranger en moi, le film d'Emilie Atef sorti en 2008. Côté paternel, le père est issu de la 2e génération de l'immigration et semble vouloir compenser en permanence les humiliations vécues dans son enfance. En quête de reconnaissance, le manque d'acceptation par la belle famille a vite fait de générer des conflits au sein du couple. Il se sépare un peu avant les 3 ans d'Amine. Il continue de voir son fils un week-end sur 2 et une partie des vacances jusqu'à ses 8 ans. À cet âge, devant les difficultés éducatives que rencontre la mère, la garde d'Amine est inversée. Mais souvent, c'est la grand-mère paternelle ou une tante qui s'occupe de lui. Le père est fier de son fils comme prolongement de lui-même, mais dans l'incapacité de le voir comme une altérité. Sa présence est une absence. Il ne comprend pas les difficultés scolaires d'Amine, qu'il attribue aux défaillances de l'éducation nationale, alors qu'Amine est en grande difficulté pour accéder au processus de symbolisation et d'abstraction. De cette histoire familiale, ou plutôt de ces histoires parentales, Amine aurait pu dire « Après que je suis né, c'était la fin du monde, pour ma mère et pour moi. Après que je suis né, c'était la fin du couple entre mon père et ma mère. » Mais la référence à l'infantile est encore plus complexe. Dans son livre « Au vif de l'infantile, réflexion sur la situation analytique » publié en 2002, Florence Guignard écrit, je cite, « Face à tant d'ineffables et pour se repérer dans l'infantile, l'esprit humain ne peut que s'essayer à des représentations et à des métaphores, au risque de se figer dans l'instantané de la figuration métaphorique, alors qu'il s'agit d'une constellation mouvante, à géométrie variable, dont elle dit plus loin qu'elle interagit en permanence avec les autres infantiles environnants. » Voici comment elle décrit l'infantile.
étrange conglomérat historico-anhistorique, structure de base aux franges de l'animalité humaine, creuset des fantasmes originaires et des expériences sensorimotrices, l'infantile peut être considéré comme le lieu psychique des émergences pulsionnelles premières et irreprésentables. L'infantile est le point le plus aigu de nos affects. Il fonctionne la vie durant selon une double spirale processuelle et signifiante. Irréductible, unique et par là même universelle, alliage de pulsionnel et de structural souple, qui fait que l'on est soi et pas un autre, l'infantile est donc bien ce par quoi notre psychisme va advenir. Fin de citation. Donc après l'infantile des parents, l'infantile propre de l'enfant est à prendre en considération. C'est le deuxième niveau d'interprétation et d'élaboration de la position dépressive. Tout enfant qui vient au monde par le traumatisme de l'accouchement porte en lui ce que Florence Guignard désigne comme le lieu psychique des émergences pulsionnelles premières irreprésentables liées aux premières expériences sensorimotrices du soma. Après qu'on est né, c'est la fin du monde paradisiaque de la vie intra-utérine où ne s'éprouvait aucun manque. Quand le monde aérien nous tombe dessus, le décollement des alvéoles pulmonaires nous fait pousser le cri primordial. Quand le monde lacté coule dans le tube digestif, nous éprouvons le péristaltisme des coliques, autant de fragments successifs de Dasein archaïque. Enfin, et pour finir, il y a l'environnement, les infantiles du monde extérieur responsables de la solastalgie. Le troisième niveau d'interprétation de la position dépressive. Le rapport avec l'infantile collectif du monde externe. Il concerne l'infantile sociétal, transculturel, celui qui renvoie à la lutte du soi-disant bien contre le soi-disant mal, au conflit entre la soi-disant vérité objective opposée à une soi-disant vérité subjective, à la recherche de toujours plus de profit, toujours plus vite, qu'il soit matériel ou spirituel. Pour nous, la bascule dans la solastalgie ne date pas seulement de ce Covid apparu en 2020. Elle s'est faite 20 ans plus tôt. Amine est né en juillet 2001. Il a 2 mois le 11 septembre 2001. Le 21 septembre, à 10 h du matin, les fenêtres de l'appartement du 5e étage sont soufflées par l'explosion de l'usine AZF. La mère, seule avec le bébé, tente de fuir son logement. C'est la panique. Il n'y a plus d'électricité. Les ascenseurs ne marchent plus. Il faut descendre à pied. La cage d'escalier est dans le noir total. Ce n'est qu'au cours de l'année 2008 que la maman pourra nous confier le récit de sa tragédie. Je descendais, marche après marche, sans savoir si mon pied allait se poser sur la marche d'après. À chaque fois, l'impression que le sol se dérobait sous moi. La vision des tours de New York s'effondrant tournait en boucle dans ma tête. Depuis, les cauchemars d'une chute sans fin qu'elle faisait quand elle était petite reviennent souvent la nuit, la réveillant, trempée de sueur. Si vous saviez comme c'est long, 5 étages, me confia-t-elle entre 2 sanglots. À 3 mois, dans les bras de sa maman, l'infantile d'Amine est imprégné de cet alliage de pulsions de survie et de structural souple liées à ce moment traumatique. Il a fallu 7 ans à la maman avant de pouvoir remonter les 5 étages. Combien parmi ceux qui vivent de tels drames risquent de ne jamais les remonter? Pourtant, dès la première consultation en novembre 2005, la maman nous informe que le père est persuadé que les difficultés de son fils sont dues à l'explosion. Il conteste l'expertise ORL et revendique une indemnisation. Plus tard, il viendra nous demander un certificat que nous rédigerons, attestant seulement que l'enfant présente des troubles du développement, nécessitant des soins en CMP. Pendant 4 ans, une thérapie de groupe permettra à Amine de se construire une identité sociale. Apaisant son rapport aux autres, il construit son rapport à lui. Mais ses éprouvés restent néanmoins très susceptibles, à fleur de peau et à tout sentiment d'injustice. La position schizo-paranoïde n'est pas loin. Après la supervision en 2010,
2 ans donc après le récit de la tragédie de l'entité mère-bébé, j'ai eu besoin de recevoir Amine et ses parents, besoin de leur faire part de mes éprouvés concernant leur monde interne. Je me suis servi de cette phrase, pouvant dire à Amine devant ses parents, « Tu sais, il m'a fallu du temps, mais je sais maintenant qu'après que tu es né, ça a été la fin du monde. » Quelque temps plus tard, au détour d'un couloir, il a pu me dire « Comment vous savez ce qu'il y a dans ma tête ?» Je lui ai répondu « Tu sais, c'est parce qu'un autre enfant a pu me le raconter. » Et il est reparti en courant rejoindre le groupe. L'infantile archaïque est un éprouvé tellement puissant que généralement nous n'avons pas de mots pour le dire. Seul un enfant, dans sa spontanéité naturelle, peut laisser les mots venir tout seul. Chez l'adulte, il est le plus souvent recouvert par l'intellect et la raison cartésienne, à moins peut-être d'être allongé sur un divan. J'ai lu quelque part, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Ces 3 niveaux d'interprétation de l'infantile que je vous ai proposés n'ont pas de hiérarchie d'importance. Je les ai abordés en respectant l'ordre dans lequel ils me sont venus. Ils sont tressés entre eux pour ne faire qu'un seul lien. Le fil rouge de son histoire, comme l'âme dans les cordages de la marine anglaise, expression qu'aimait évoquer Serge Lebovici. Pour conclure, je citerai de nouveau Kostas Axelos. Lors d'une intervention en 2005, il s'est expliqué sur la discrétion de sa présence publique. Je ne me considère pas comme un intellectuel, c'est-à-dire comme quelqu'un qui aurait à donner son avis sur toute chose à longueur du temps. J'ai des préférences personnelles en ceci ou en cela, mais ce que je pense et ce que j'essaie de faire, tout en m'adressant à tous et à personne, pour reprendre un mot de Nietzsche, ne peut rester que souterrain. Et si ce que j'adresse doit exercer un effet, peut avoir un quelconque pouvoir, il ne peut s'agir que d'un pouvoir invisible. C'est étrange de mettre en écho ces propos avec ceux d'Aristide Maillol. La forme me plaît et je la fais, mais pour moi, elle n'est que le moyen d'exprimer l'idée. Ce sont des idées que je cherche. Je me sers de la forme pour arriver à ce qui est sans forme. Je tends à dire ce qui n'est pas palpable, ce qui ne se touche pas. Je vous remercie.